Pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, faut le faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer le Tour de France Femmes qui s'est terminé ce dimanche à Pau avec la victoire à nouveau d'une néerlandaise, mais pas la même. Après Annemiek van Vleuten l'année dernière, c'est Demi Vollering qui remporte la grande boucle en cette année 2023, avec même un doublé de l'équipe SD Works, puisque Lotte Kopecky, pour moins d'une seconde, termine deuxième devant Katarzyna Niewiadoma, et Annemiek van Vleuten termine quant à elle à la 4e place. On va donc, dans ce podcast, bien revenir sur cette semaine de course, une nouvelle semaine animée à nouveau, avec nos deux spécialistes du cyclisme féminin sur le groupe Eto. Geoffrey pour commencer, salut Geoffrey. Salut Mathieu. Alors Geoffrey, je présume content, ravi du podium de Lotte Kopecky, t'as déjà eu l'occasion de nous parler plusieurs fois de la pistarde belge. Très content de la semaine qu'elle a fait en jaune, de la victoire à Clermont que j'espérais, et elle est en bonne forme pour les mondiaux la semaine prochaine, enfin à partir de la semaine prochaine, tant sur la route que sur la piste. Oui, tout à fait, hein, les mondiaux multidisciplines qui arrivent dès la fin de cette semaine. D'ailleurs, on en profitera pour en parler à la fin du podcast, pour faire un point, un petit pronostic preview. Je me permets de te corriger tout de suite, Mathieu. Il y a des qualifications de paracyclisme sur piste dès mercredi, oui, et voilà. Les premiers titres avec du VTT et de la piste dès le jeudi. Voilà, ça arrive, allez, à partir du milieu de semaine, on va dire. Voilà. Et du coup, à la fin de ce podcast, on en profitera pour évoquer la course en ligne homme sur route élite, comme ça j'ai tout bien dit, avec un point sur les favoris, vos pronostics pour cette course en ligne homme qui a lieu dimanche. Notre deuxième spécialiste cyclisme féminin pour ce podcast, c'est Johan. Salut Johan. Salut Mathieu, salut Geoffrey. Bon, et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme assez long, en détail. Bien, écoutez, on va pouvoir y aller. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors déjà, première question d'ordre général, comment vous avez trouvé ce Tour de France Femmes, deuxième édition dans ce nouveau format par ASO ? C'était sympa à suivre au jour le jour, des stratégies un peu différentes de ce qu'on a vu côté masculin. Le nombre de fois où on se plaignait du peloton qui voulait pas jouer avec les échappées, là ça a bien laissé jouer dans tous les sens. Le tracé est difficile, aidé aussi à la résistance des baroudeurs, mais il y a vraiment eu des journées très intéressantes, et il y a eu pas vraiment de journée où on s'est ennuyé. Ça restait quand même un bon bilan. C'est vrai qu'au final, à la limite, la journée où on s'est peut-être le plus ennuyé, c'était la première où il y avait à peu près personne enfin, c'était compliqué d'avoir des postulantes pour l'échapper, ce qui tombait un peu mal, comme c'était l'une des deux étapes en intégralité diffusée à la télé. Mais bon, le final a tout à fait rattrapé ça. Johan, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé de ce tour ? Je suis assez d'accord, parce que on avait beaucoup peur à la découverte du parcours, que la course soit vraiment très mauvaise et beaucoup moins intéressante que l'an dernier. Et ça a été une belle course, bien animée, bien intéressante, avec plein de trucs sympas à suivre. D'autres trucs pas forcément aussi sympas du côté de la SD Works, sur l'équipe de course ou le respect du peloton, mais qui était divertissante du coup. Même l'étape du Tourmalet, qui potentiellement aurait pu être une purge, a été super sympa à suivre. La montée du Tourmalet était vraiment chouette, donc non, très, très sympa le tour. Oui, il s'est passé des choses, puis c'est vrai que la SD Works a aussi animé sur le côté un peu extra-sportif, entre guillemets, avec notamment le directeur sportif qui s'est fait exclure parce que il avait râlé un peu trop ostensiblement sur les commissaires UCI lorsque Demi Vollering avait pris 20 secondes de pénalité sur un abri un peu trop prolongé derrière la voiture Le 100DS. Heureusement pour eux que le tour s'est pas joué à 20 secondes. 20 secondes. Oui, là, il y a un petit peu plus que 20 secondes. Mais ouais, c'est sûr que c'était pas
l'enchaînement de cette image avec Vollering qui reste longtemps derrière la voiture, qui est quasiment à piler en plus à un moment, et derrière le directeur sportif qui vient râler parce qu'il comprend pas la sanction, c'était assez particulier quand même. Oui, puis après, il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi Lona Vibias et Lotto Kopecky qui râlaient sur les autres équipes qui roulent pas alors que leur équipe c'est pas pour arriver au sprint. Et Domi Vollering qui a fait non mais je comprends pas, les autres coureuses elles viennent me frotter dans le peloton pour essayer de prendre une bonne place. C'est un manque de respect. Ouais. Ah ouais. Calais, quoi. Donc, truc général qui faisait que enfin t'avais envie qu'elles redescendent un peu de leur piédestal, malheureusement c'est pas trop arrivé, mais Ouais, il y a un côté où Ouais. si vous voulez gagner, faites l'effort vous d'aller gagner, les autres vont pas travailler pour vous quoi. oui c'est ça. Et puis même Vollering après dans un table du Tourmalet qui se tourne vers Van Vleuten, bah, pourquoi tu roules pas? Bah attends meuf, moi j'ai déjà gagné le tour, vas-y roule. Après, t'es plus fort que moi. Ouais, et puis Van Vleuten qui disait justement après l'arrivée au Tourmalet, bah, j'ai dit à Demi, bah si tu roules pas, moi je roule pas, hein, j'ai pas intérêt en effet. Bon voilà, maintenant ça fait un Tour de France pour chacune des deux porte-drapeaux du cyclisme néerlandais à l'heure actuelle. Si on devrait mettre une note, on l'avait fait pour le Tour de France masculin, sur ce Tour de France femme sur 10, vous mettriez quelle note à ce qu'on a pu voir cette semaine? Ouais, j'hésite entre 8 et 9 parce que autant avant que ce Tour Femme existe, je trouvais que la semaine pour se lancer c'était bien. Mais là, arrivé au bout, je me suis dit, ouais, c'est déjà fini, quoi. C'est passé trop vite. Il en faut encore. C'est passé trop vite et je pense que cette course peut chercher à grandir un petit peu et à avoir d'ici quelques années, alors peut-être pas l'année prochaine avec le calendrier qui va être particulier avec les Jeux Olympiques, mais peut-être d'ici 2 ans, chercher à avoir une deuxième semaine pour que ce grand tour devienne réellement un grand tour. Je pense pas que passer par 10 jours, ça aurait quelque chose de positif parce que ça va garder comment dire, un départ a priori le jour de la dernière étape du tour homme. Mais j'aimerais vraiment que ce tour femme passe à 2 semaines. Et j'aimerais même quitte à avoir des lieux d'arrivée qui changent, que le lieu de départ, ça reste Paris et qu'il y ait le circuit des Champs-Élysées pour offrir un premier maillot jaune. Alors après, oui, justement, l'an prochain, le Tour de France Femmes partira après les Jeux Olympiques, donc sera un peu plus décorrélé du Tour de France Hommes. Mais en tout cas, pour la suite, on ne sait pas. Donc du coup, ta note, c'était entre 8 et 9 sur 10. Hein. Je crois que pour le Tour de France masculin, tu avais dit 7 ou 6, je crois, sur 10. Ouais, j'étais entre 7 et 8, j'hésitais entre les deux, et là, un petit peu au-dessus. Après, c'était plus dense et on s'est pas ennuyé, mais on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Mais j'aurais presque aimé qu'il y ait une semaine en plus pour voir si j'aurais fini par m'ennuyer à un moment ou à un autre. Johan, quelle note tu mettrais pour ta part? Bah, moi, je pense que je mettrais 8. Et c'est comme Geoffrey, j'ai le même ressenti de la course, elle est pas finie, quoi. Là, c'est ah oui, ok, bon, ça s'arrête là, mais tu sens clairement il y a des coureuses qui avaient encore des trucs à donner. Bah, la Labous, clairement, elle est pas arrivée au bout de sa course, quoi. Justement, Par exemple. Juliette Labousse, elle a dit à l'arrivée de ce tour, j'aimerais bien que ça dure 2 semaines pour voir la limite de nos corps. Je pense qu'il y aurait encore plus de différences, donc j'espère que dans le futur, ça sera un peu plus long. Bah, surtout la Labous, quand tu vois comme elle enchaîne Giro, Tour de France, je pense qu'il n'y a aucun problème. Après, je porte sa paroisse un peu. Oui, elle prêche un peu pour sa paroisse. Après, c'est un ressenti général, mais même par rapport à des épreuves qui existent, sur le Tour d'Espagne qu'il y a eu ou sur le Tour Italie, il n'y a pas eu le même ressenti de ah, c'est déjà fini, quoi. T'avais l'impression, tu savais, tu voyais que ça pouvait durer plus longtemps, mais ça se sentait un peu plus complet comme course. Là, ça c'est vraiment finito et je pense que ça va être pas le fait qu'il n'y ait qu'une seule étape de montagne, quoi. Parce que, enfin, la course des favoris, elle se lance, ça se décante, et ah, c'est fini. Ouais, c'est-à-dire que la fin, elle arrive au moment où la course commence à se lancer un peu. Bah, en fait, toute la semaine, les coureuses qui faisaient le général, bah, il y a eu quelques petits écarts, mais il n'y a pas eu vraiment de grosses bagarres entre elles. C'était très intéressant au jour le jour pour les victoires d'étape. Ça se construisait petit à petit, mais la course, la vraie course pour la gagne, pour le maillot jaune final, elle a commencé samedi Et c'est fini bah, samedi. elle s'est finie samedi parce que bah, la gagnante, elle avait fait une différence, il n'y avait plus rien derrière
Est-ce que justement, il n'y a pas un côté où, dans la même situation avec une semaine de plus, la deuxième semaine, on se serait un peu fait chier avec la victoire déjà acquise à Vålerenga? On peut pas vraiment comparer, parce que quel aurait été le programme de la deuxième semaine, quel aurait été le parcours, s'il y avait eu 2 semaines, les étapes ne seraient pas déroulées de la même manière. Mais autant l'année dernière, quand on a vu un petit peu, on a vu plein de profils différents, et on est arrivé à la plongée Belfi avec un gros week-end vosgien, et voilà quoi, on avait eu cette sensation de complétude, on va dire, du tour. Et là, c'est vraiment, enfin vraiment l'impression que c'est déjà fini. C'est comme s'il manquait quelque chose. Mhm. Mais sur le suspense, on peut imaginer aussi qu'il y a une deuxième semaine, Vålerenga, peut-être qu'elle attaque pas dans le Tourmalet. Et peut-être qu'elle essaye de tirer encore Kopecky un peu plus loin. Hein. C'est pas sûr que c'est mieux à attaquer pour faire la différence non plus. Donc, Bon, après, là, on rentre dans le cyclisme fiction, hein, mais c'est vrai que ça se court forcément d'une manière différente s'il reste une semaine de plus que s'il te reste seulement une étape avant la fin de la course. Euh, Après aussi, il me semble que l'année dernière, on avait déjà parlé de ce sujet, rallonger le Tour de France. Il me semble que vous m'aviez évoqué des questions de calendrier, de densité d'équipe, nombre de coureuses par équipe. En 2025, il y aurait sur le papier moins de limites à ce que le Tour de France s'allonge, passe au moins à 2 semaines. Il y a de plus en plus d'équipes qui se développent en termes d'infrastructure, en termes de taille d'équipe. Il y a 2 ou 3 ans, les principales équipes mondiales avaient une douzaine de coureuses dans leur rang. Là, il y en a beaucoup qui en ont plus d'une quinzaine. Donc ça amènera de quoi faire tourner les effectifs sur l'année et d'avoir des compétitrices qui sont vraiment préparées à faire une course longue en été. Oui, et puis après, je croyais aussi un élément, c'est le World Tour, enfin le nombre d'équipes en World Tour devrait être fixé à partir de la saison prochaine, je crois, parce que le but de l'UCI c'était de faire monter petit à petit, et je crois qu'à partir de la saison prochaine, on arrivera au nombre fixe qui sera peut-être de 15 équipes, je crois. Voilà. Alors, les règles de l'UCI sur le nombre fixe d'équipes dans le World Tour, si on prend l'expérience qu'on a côté masculin Ça peut depuis changer. une bonne quinzaine d'années, entre ce qui est actuellement, ce qui est prévu pour la suite, ce qui est prévu pour évoluer d'une année sur l'autre, ce qui est prévu pour évoluer dans 2 ou 3 ans, compliqué d'imaginer. Bon, donc je comprends bien que toi tu sais que, enfin tu vois dans le sens où il peut tout se passer encore, faut pas se fier à ce que l'UCI décide. Euh, on va revenir sur la course, sur ce qui s'est passé un peu plus concrètement cette semaine, avec, donc on l'a évoqué, la victoire de Demi Vollering au classement général, qui a un petit peu écrasé, on peut le dire ainsi, la course sur l'arrivée au sommet du col du Tourmalet, et qui remporte le général avec 3 minutes d'avance. Et en plus, la deuxième, c'est sa coéquipière Lotte Kopecky. Il faut passer à la troisième pour avoir une coureuse qui n'est pas FD Works, en l'occurrence Katarzyna Niewiadoma. Est-ce qu'on peut dire sur ce Tour de France que Demi Vollering, et même en étendant à la SD Works, est hors concours un peu par rapport aux autres? de toute façon, il y a le résultat qui parle de lui-même. Enfin, je sais plus à combien de kilomètres attaque du Tourmalet, mais je crois qu'elle est à 4 bornes ou 5 bornes. 6 km, je crois, mais même pas un kilomètre plus loin, elle est revenue sur Niewiadoma, elle la lâche, quoi. Elle met à peu près 2 minutes 30, 3 minutes à tout le monde en si peu de kilomètres, quoi. C'est à peu près que faisaient Vingegaard et Pogacar sur le Tour de France masculin. Donc oui, il y a un gouffre qui est quand même très important, même sur le chrono. On voit qu'elle est presque arrivée avec Reusser qui fait un chrono monstrueux. Il n'y avait pas de concurrence possible. Même Van Vleuten de l'an dernier, je sais pas si elle aurait pu la battre. Surtout que Van Vleuten, l'année dernière, les écarts, elle les faisait sur de la longue distance, en attaquant de très loin, en mettant tout le monde KO. Là, ça a été un effort brutal sur les derniers kilomètres. Elle s'est payé le luxe d'attendre. Oui, parce que c'était retrouvé dans la descente de l'Aspin avec Niewiadoma et Van Vleuten, et Vollering a dit je roule pas, j'ai encore Reusser et Kopecky derrière, j'ai pas envie de rouler, c'est encore trop loin. Et puis Van Vleuten, elle écrasait sur les grands tours, on va dire, enfin sur les tours, sur les courses par étapes, sur la montagne principalement. Là, Demi Vollering, elle l'écrase presque partout. Parce elle gagne l'Estrade Bianche, elle fait deuxième derrière sa coéquipière au Tour des Flandres, elle fait le triplé ardennais, elle gagne encore à Burgos, elle est pas deuxième, mais
derrière Réusseur à Litsoulia et comment dire, au Tour de Suisse, il y a que sur la Vuelta où elle a été battue. Donc, elle fait une saison exceptionnelle et là, elle a montré sur ce tour que, oui, quoi, c'est la plus forte du monde actuellement. Oui, puis au final, sur cette semaine, elle a perdu du temps que sur Kopecky, première étape, et Reusser, la dernière étape. Sinon, à chaque fois, elle a pas perdu de temps face à ses adversaires. Hein. C'est ça, ouais, c'est que son équipe qui lui a fait perdre du temps. Kopecky, Réusseur sur le chrono, Et la son voiture. directeur sportif après crevaison. Oui, c'est ça. Bon, alors du coup, enfin, forcément, c'est toujours un peu compliqué d'avoir quelque chose à analyser quand on a une coureuse qui a autant dominé la course, mais de ce que j'en comprends par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, c'était pas attendu qu'elle soit qu'elle ait autant d'avance sur le reste sur le reste du monde un peu. Sur le reste du monde, si. Sur Van Vleuten, peut-être pas. On s'attendait peut-être plus à un match plus serré entre les deux. Enfin, moi, en tout cas, je m'attendais à un match plus serré entre les deux. Si on m'aurait dit la semaine dernière que Van Vleuten ne terminerait même pas sur le podium final du Tour, j'y aurais pas cru, quoi. Sauf abandon. Voilà. Un abandon, elle chute, elle se blesse, c'est la seule chose qui, pour moi, aurait pu faire qu'elle ne termine pas sur ce podium. Après, Van Vleuten, on l'a vu moins forte cette saison, même si elle gagne la Volta, même si elle gagne le Giro. T'es quand même déjà beaucoup moins impressionnante que Ouais, mais vu à le la Volta final, par Vollering. Donc, vu le week-end qu'on avait là aujourd'hui, je l'imaginais bien commencer à bourriner des Laspins et et se mettre, comment dire, à rouler très fort tout le Tourmalet, mettre tout le monde KO, sauf éventuellement Vollering qui aurait pu résister, éventuellement la battre, mais c'était pas tellement loin du compte. vu comment ils se sont arrêtés dans la descente de l'Aspin, ça a aussi joué. Oui, après, c'est la stratégie Movistar, ça a été de faire mettre un gros rythme très tôt. Van Vleuten attaque à 5 km du sommet de l'Aspin, je crois. Ouais, à peu près. Et donc après, à partir de là, le but, c'était, comme elle l'expliquait, de jouer sur l'endurance, ce qui est sa principale qualité hein, par rapport à ses adversaires. Hein. Mais Ce qui est pas facile dans une étape de 90 km. ça joue aussi, c'est vrai. Mais du coup, Johan, toi, le fait qu'Annemiek van Vleuten ne soit pas sur le podium de ce Tour de France, c'est une vraie surprise? C'est quand même une surprise. Après, le truc, c'est que les deux devant elle m'ont surpris aussi par leur niveau. Je pensais pas Niewiadoma aussi forte. Là, je pense que vraiment, c'est le prime de sa carrière en termes de course par étape. Elle a été très, très, très solide. Et à aucun moment, je voyais Kopecky sur le podium de ce Tour de France, hein, même avec une seule étape de montagne. Justement, tant qu'on parle un peu d'Annemiek van Vleuten, comment ça s'explique aussi le fait qu'elle n'arrive pas à finir sur le podium on sent le poids des années qui pèse vraiment à un moment. Ça peut se dire aussi, elle a 40 ans, elle va prendre sa retraite à la fin de la saison. Après, elle a peut-être tiré sur le... Parce qu'elle a refait le coup des 3 grands tours cette année, là où Vollering n'a pas fait le Giro, par exemple. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, à un moment, se concentrer vraiment sur le Tour et tout miser sur le Tour pour vraiment avec de la fraîcheur, tout ce qu'il faut, comme il faut. Donc il y a peut-être ça qui joue, parce qu'elle disait aussi, dans ses interviews, elle dit qu'elle était en meilleure forme début de semaine que fin de semaine. C'est peut-être la fatigue, simplement. Donc bon, tu récupères pas forcément autant, il faut peut-être faire des choix dans le calendrier, mais c'est peut-être ça qui a joué aussi. C'est ça, quoi. Elle accumule les années, elle a 40 ans, mais c'est surtout, ça doit être oui, c'est sa 14e année consécutive où elle est sur toute la saison au plus haut niveau parmi les meilleurs du monde, avec ses spécialités de grosses rouleuses et de gros bourrinages sur terrain difficile. Mais enfin voilà quoi, c'est une carrière qui est très 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 longue. Et là, avec la Vuelta qui s'est retrouvée avant cette année, et enchaîné avec le Giro et le Tour, ça s'est retrouvé à pas être une bonne idée. Après, tant mieux pour elle, elle a gagné les deux. Elle a gagné le Giro, qui est quand même hautement plus prestigieux côté féminin que la Vuelta. Bon, côté masculin aussi, mais là, il n'y a aucun débat. Oui, il y a encore moins de photos sur le côté féminin, quoi. Comme c'était la course la plus intéressante, la Vuelta cette année, côté féminin, ça rattrape un peu le... Ah, c'est vrai qu'on avait eu aussi le drama, la polémique hein, entre Vollering et Van Vleuten. Bon,
Là, heureusement, il n'y a pas Ouais, eu mais ça, de. Ça s'est pas joué sur une polémique, un imbroglio, une mécompréhension. comme ça, c'est la légende après ça. Justement, ça reste dans les trucs. Après, tu des livres et puis tu fais ah, vous vous souvenez ce moment-là, en 2023, quand on s'est attaqué sur pause pipi. Maintenant, on fait plus ça. Pour revenir un peu sur Volering et la SD Works, on va quand même rappeler que la SD Works sur ce Tour de France, c'est 4 victoires d'étape. C'est le classement général, la deuxième place, le maillot vert. Comme plus mauvais, meilleur résultat, c'est 3ème sur la 6ème étape. Sinon après, c'est quand ça gagne pas, ça fait 2ème. Sinon, est-ce qu'on peut dire que ce Tour de France pour SD Works est à l'image de leur saison, qui déjà a plus de 50 victoires? Bah, tu peux mettre de leur saison au pluriel, de toute façon, ça fait plusieurs années que c'est la meilleure équipe du monde. Ouais, mais là, c'est plus violent de cette année que les années d'avant, quoi. Ça s'était moins vu la saison dernière, je crois qu'elles avaient pas gagné sur le Tour de France. À part Marlene Reusser, en échappée. Voilà. Johan, par rapport à ce que disait Geoffrey, c'est plus dans la logique des saisons passées que de cette saison? Bah, moi, c'est dans la logique de cette saison. C'est à partir du moment où t'as Kopecky, Vollering dans ton équipe, forcément, enfin, et Lorena Wiebes, globalement, tu peux gagner toutes les étapes. Donc là, le combo, il est monstrueux, donc c'est compliqué d'aller contre ça. Mais ils sont même un peu foirés sur le tour, parce qu'il y a clairement 2 ou 3 étapes qu'ils pouvaient gagner en plus. Mais, Elles auraient pu faire carton plein? bah, il y a l'étape où Lippert gagne, où là, je vois pas trop de circonstances où elle peut vraiment gagner, quoi. Et il y a Kopecky qui a dit qu'elle avait crevé de la roue arrière, machin, mais enfin, voilà, quoi, ça, après. Donc il y a une étape qui leur aurait échappé, sans doute, mais clairement, si Wiebes abandonne pas et qu'elle roule pour aller gagner les étapes, que d'attendre que les autres le fassent, il y a plus d'étapes à gagner. Donc le bilan, il est quand même monstrueux. Mais au moins, on a évité le coup du Tour de Thuringe où elle s'amusait à faire gagner une équipière chaque jour. Surtout que s'il y avait des échappées, en plus, une fille comme Misha Bredevol, si elle est dans une échappée et qu'elle joue bien, elle peut aller en gagner une aussi, quoi. Donc quand dans une équipe, tu as la meilleure coureuse du monde, la meilleure sprinteuse du monde, une des meilleures puncheuses du monde, peut-être la meilleure rouleuse du monde, en tout cas. Et d'entre elles, forcément, sur une étape Ça avec aide. une côte bien dure dans le final, bah oui. Sur une étape au sprint, bah oui. Sur un contre-la-montre, bah oui. Sur l'étape de montagne, bah oui, quoi. Ouais, sur aucun plan, elle ne partait pas favorite, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Parce que même dans des échappées, Ouais, s'il y avait une grosse échappée qui partait à un moment avec 25 filles, on aurait pu voir un Bredevol devant avec Majerus aussi. Majerus qui aurait roulé la journée, Bredevol qui aurait bien joué sur la fin pour aller en rajouter une. Enfin, ça aurait été aussi quelque chose de possible. L'année dernière, le Tour, elles ont moins brillé, elles ont pas eu le général, mais enfin, c'était surtout Van Vleuten pour le général, mais sinon, collectivement, elles l'avaient un peu raté. Et je pense que justement, elles ont bien corrigé le tir là cette année pour arriver parfaitement prêtes sur le Tour. Et de voir Lotto Kopecky sur le podium d'un Tour de France qui a une étape de montagne qui se finit au col du Tourmalet, à quel point on peut estimer que c'est une surprise? C'est une surprise tout court parce qu'on ne l'attendait pas là, parce qu'elle n'avait pas vraiment de référence sur de la très haute montagne. Après, elle n'avait jamais eu l'occasion de vraiment se tester non plus sur de la très haute montagne. J'ai presque envie de dire que c'est moins une surprise sur une montée comme ça que si on avait une étape de 130 bornes avec 3 cols ou un enchaînement de plusieurs étapes de montagne. C'est-à-dire qu'avec le parcours de l'an dernier et la forme de cette année, elle aurait Le pas parcours fini de sur l'an le podium. dernier, elle se prend 10 minutes, je pense, dans l'étape. Alors que là, avec le maillot jaune en plus, dans une course qui était plus ou moins la survie, tout le monde était dans son effort. En fait, le peloton a explosé, elle est sur descente, revenir. Enfin, si ça se regarde pas dans la descente de l'Aspin et que les 3 partent, je pense qu'elle se relève parce qu'il n'y a plus rien à jouer. Alors que là, tout le monde était pour soi et enfin, du côté des favorites, on a plus ou moins été dans un quasi contre-la-montre individuel pour tout le monde dans la brume, dans le Tourmalet, où c'était à la survie et chacun y allait à son rythme. Et là, elle a pu s'en sortir parce que c'était une seule montée après un début d'étape qui était relativement plat, quoi. Surtout que ça mettait en avant 2600 mètres de dénivelé. C'est pas énorme. Oui, C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas énorme. Ça fait pas étape reine de montagne. Ouais, C'est après, 150 mètres de dénivelé de plus que le Grand Prix de Fourmies, quoi. Le Grand Prix de Fourmies, depuis quelques années, ça se met en avant comme le championnat du monde des sprinters. En tout cas, c'est comme ça qu'ils essayent de se mettre en avant, les organisateurs. Parce Enfin, que, voilà, quoi. sauf que le Grand Prix de Fourmies, il fait un peu plus de 2 fois la distance de cette étape-là, quoi.
Oui, oui, mais justement, c'est ça que je disais c'est pour l'Otokopeki. S'il y avait une Mhm. étape de 150 km avec 3500 ou 4000 mètres de dénivelé, ça aurait pas du tout été la même que là. Oui, voilà, ça aurait joué sur des filières différentes. Un mot aussi sur Katarzyna Niewiadoma, qui a réussi à monter sur la troisième marche du podium, comme l'année dernière. Là, ça a été une course encore un peu plus convaincante que l'année dernière pour vous? Elle était dans le coup pour faire quelque chose, alors que l'année dernière, elle était plus la meilleure de celles qui étaient derrière les deux. Johan, il me semble que tu as aussi bien apprécié la course de la polonaise. Ah, j'ai adoré, moi j'ai pris un pied incroyable franchement, quand ils sont passés en haut de l'Aspin et tout, dans ma tête, on y va demain, c'est une super descente. Et justement, c'est en creusant un petit écart que Vollering et Van Vleuten commencent à se regarder. Oui, c'est ça. T'as Vollering qui passe devant Van Vleuten en mode attends, je vais la rattraper, elle sent mal la vieille là, et puis ah, j'arrive pas. Puis après, super gestion de la montée, ça revient à 10 secondes, hop, elle remet un petit coup, elle repart. Enfin, Ah, j'aurais tellement aimé qu'elle gagne cette étape. C'est vrai qu'il y a un côté aussi où, pour Niewiadoma, il y a un peu un côté où on a l'impression de l'avoir tout le temps bien placé, mais de jamais gagner. J'ai regardé, sa dernière victoire, c'était en 2019. Mais là, je trouve qu'elle est plus frustrante que d'autres, parce que moi, ça me rappelle un peu les Ardennaises quand elles se retrouvaient face à Degnan et Van der Breggen. C'est-à-dire que faire tout bien, mais se retrouver, c'est un truc où tu es un peu bloqué, quoi. Et là, c'est un peu ça, c'est qu'elle fait une étape somptueuse, fait tout nickel, et elle est au meilleur niveau de sa carrière et ça passe pas. C'est un peu frustrant, quoi. Alors, on a évoqué donc les principales têtes d'affiche de ce classement général. On va faire aussi le bilan côté français, côté tricolore. On a Juliette Labousse qui finit dans le top 5 comme l'année dernière. Elle était 4ème l'an dernier, cette année elle finit 5ème. Mais on n'a pas d'autres françaises dans le top 10. Evita Music qui avait fini dans le top 10 l'année dernière a dû abandonner. Mais on a aussi quand même le maillot blanc remporté par Cédrine Carbaol. Donc voilà les principaux faits d'armes du côté des coureuses françaises. Geoffrey? Et Cédrine Carbol termine aux portes du top 11 quand même. Oui, elle finit de 12e du général à quoi? Allez, 2 minutes à peu près. 2 minutes à peu près du top 10. 2 minutes du top 10. Du coup, quel bilan on peut faire de manière générale de ce Tour de France pour les coureuses françaises? Juliette Labousse qui est plus ou moins à sa place, on va dire, en dessous du podium. Je ne l'ai pas senti en mesure de faire mieux, à part quand on était dans la haute montagne et dans le contre-la-montre, où là, elle était vraiment dans la lutte avec les autres. Mais sur l'ensemble de la semaine, il y a eu des petits couacs par moment encore. Ça reste pour moi une bonne place pour elle de terminer 5e. Cédrine Carbol, très bonne surprise. Je la voyais dans le coup pour éventuellement jouer le maillot blanc, mais je l'aurais imaginé quelque part autour de la 15e, 16e place. Là, elle a été très régulière toute la semaine. C'est ce qui lui coûte, à mon avis, de faire une meilleure prestation dans le contre-la-montre, parce qu'il a dû avoir un peu d'usure, mais c'est excellent pour elle d'avoir su remporter ce maillot et d'être du coup le premier maillot distinctif pour une Française dans ce Tour de France Femmes version vaisseau. Johan, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Sur le bilan français, pour moi, il est un peu moins bon que l'an dernier. Je trouve que la prestation de la Labousse est supérieure à ce qu'elle fait l'an dernier, parce que là, vraiment, ça a monté du Tourmalet où elle attaque, où elle prend sa responsabilité, où c'est elle qui prend le lead. Et c'était vraiment chouette. Et clairement, tu sens que si la course est un peu plus longue, tu as plus de montagnes, et que là, elle prend encore un peu de caisse, elle a clairement de quoi jouer les podiums de manière très régulière. On avait un peu peur qu'elle ait un peu baissé de régime début de saison, et puis là, puis le Giro, elle est très 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 bien. Donc pour moi, elle c'est mieux. Cédrine Carbol, c'est très bien. Je suis pas surpris outre mesure vu sa saison, mais c'est vraiment très bien. Et après, en fait, je trouve qu'il manquait comment dire, il manquait ce qu'on avait l'an dernier, c'est-à-dire le gang des baroudeuses françaises, quoi. Il n'y avait pas Le Net, il n'y avait pas Berthaud, il n'y avait pas. Il manque les pistardes, quoi. Elles sont sur la piste, ouais. Oui, les pistardes, qui, pour précision, étaient en préparation avec l'équipe de France de piste en vue des championnats du monde, justement. Mais je trouve qu'il manquait toutes ces courses-là qui auraient pu exister dans les échappées et aller jouer les victoires dans les échappées, parce que contrairement à l'an dernier où ça ne laissait pas les échappées gagner, cette année, on a des échappées qui sont allées au bout. Et j'aurais aimé avoir des Françaises qui soient dans ces échappées-là pour aller au bout. Donc on a eu Céliel Lemoelle qui a fait une super étape vers Rodez, mais du coup c'est un peu la seule. Coralie Demey a tenu à peu près son niveau de l'an dernier, mais voilà. Saint-Michel-Aubert, très belle course.
Il montre, vraiment, je trouve que c'est une des équipes les plus enthousiasmantes du peloton, qui utilisent très très bien le niveau qu'elles ont, qui savent très bien quel niveau elles sont et qui sentent bien la course, qui font bien la course, qui font bien les choses. Mais il me manquait quelques Françaises et puis regret aussi de l'abandon d'Evita Music parce que je pense qu'elle avait sa place dans le groupe, dans le Tourmalet pour jouer avec les autres. Un petit point sur Juliette Labousse. Geoffrey avait évoqué un peu certains points un peu qui étaient un peu moins bien. Est-ce que notamment la première étape, il y a un regret de se dire c'est quand même dommage qu'elle ait perdu la quarantaine de secondes sur les autres favorites? C'est dommage, mais de toute façon, ça lui aurait pas donné le podium, donc c'est pas très grave. Mais c'est pas très important. Ça aurait été important si ça lui avait coûté quelque chose, mais ça lui a pas coûté quelque chose. Donc, je sais pas pourquoi elle était pas bien ce jour-là, ou peut-être qu'elle a eu du mal à se mettre en jambe, mais ça arrive, voilà quoi. Surtout qu'en plus, elle a que 24 ans, donc elle est encore un peu en phase d'apprentissage, on peut dire, face à certaines qui sont devant et qu'on a là depuis très nombreuses années, Van Vleuten, Niewiadoma, même Vollering. Ça continue à faire apprendre et plus elle est vraiment, elle termine avec un excellent dernier week-end et si le tour faisait 2 semaines et que là on repartait, qu'on allait en début de semaine paire aux sourdes et qu'on avait le Ventoux la semaine prochaine, on se dit que là elle peut vraiment aller chercher une étape à la pédale et peut-être remonter sur le podium. Donc ça c'est excellent, c'est très prometteur pour la suite et je pense qu'elle aura aucun problème à aller chercher au moins le podium dans le Tour dans quelques années. Bon, très bien. Puis après, c'est pas non plus la seule. Il y a quand même aussi d'autres coureuses qui montent petit à petit. Il y a Evita Music qui a dû abandonner sur ce Tour de France, mais c'est pas la seule sur laquelle on peut fonder des espoirs en vue du Tour de France. Après, tu as toute la jeune génération qui arrive, une Carbaol, du coup, qui est une très bonne coureuse contre la montre. Tu peux te dire qu'avec ses capacités, il y aura moyen de lui faire monter des cols à assez haut niveau. T'as toutes les jeunes grimpeuses, je sais pas, Julie Bégaud, avec Vincent Dreyer qui arrive. Donc, tu peux te dire qu'il y a des trucs à faire. Et comme tu disais, les jeunes pistardes qui sont pas là cette année, qui peuvent briller au sprint, qui peuvent briller dans des échappées. Donc ça aura de quoi avoir un peu plus d'importance l'année prochaine si tout se passe bien, elles seront sur le Tour de France mi-août en ressortant de Jeux Olympiques avec une médaille, donc ou plus. Donc on peut espérer que sur la lancée il y a quelque chose. Ah oui, moi j'y crois énormément. Maintenant sur le bilan français au sens plus large, autant Saint-Michel-Aubert a réussi à faire un très beau tour comme Johan le disait, avec même un petit bonus, petit coup marketing avec des roues lenticulaires assez originales dans le contre-la-montre. Par contre, Arkea, un bilan assez décevant, parce que malheureusement pour elles, si elles n'avaient pas été sur le tour, on n'aurait presque pas vu la différence. J'ai regardé le meilleur résultat sur une étape, c'est la 24e place de Clara Aymon sur les 5e et 7e étapes, et la Canadienne qui finit 23e du général. Donc c'est même encore mieux, mais bon. 23e à quoi une demi-heure, c'est pas ce qui va être, c'est pas ce qui pèse sur la course, ni ce qui est retenu, ni ce qui permet de le célébrer un petit peu sur la fin, alors que Clara Koppenburg, par exemple, chez Cofidis, a fait top 10 d'étape, termine 15e du général, alors c'est pas... Elle a fait top 11, Clara Koppenburg, d'étape. C'est top 11 Top 11. Il n'y a pas de top 10 Ah, autant pour moi. Mais enfin voilà, quoi, je veux dire, quand tu as une 15e place au général, ça va encore. Enfin, je veux dire, pour une équipe de ce niveau-là, avec... Oui, puis sans aussi les pistardes comme Valentine Fortin, Victoire Berthaud, et en finissant avec 3 coureuses, je crois, ils finissent aussi... Cofidis, en plus, c'est une équipe qui est toute jeune, qui vient de se monter, développement, qui doit encore trouver ses marques. Donc, Arkea, c'est déjà une équipe qui a plus d'années et qui, par contre, paye un management qui est assez catastrophique, qui est leur meilleure coureuse qui se barre, un budget qui a l'impression qu'il descend d'année en année. C'est pas terrible. Si on regarde avec un peu de recul, est-ce qu'on peut se dire qu'une autre équipe aurait eu plus sa place qu'Arkea sur ce Tour de France? C'est pas nécessairement Arkea que j'aurais retiré en premier si on avait à faire un bilan global, mais une équipe comme la Porcotel Valkenburg,
aurait eu sa place sur le tour. Et un mot aussi, alors, pour finir le bilan de toutes nos équipes françaises, un mot sur la FDJ Suez, qui finit avec, j'ai compté, 6 top 10 d'étape et la 7ème place de Cécilie Ludwig. Qu'est-ce qu'on peut dire du Tour de France de la FDJ Suez? C'est à l'image de leur saison, c'est laborieux, elles n'y arrivent pas trop, elles ont du mal à courir en équipe, elles sont souvent trop timorées, ça attaque pas assez, ça va passer dans les coups. T'as Evita Music, ça passe ou ça casse, quand ça passe, ça va très bien, quand ça passe pas, du coup, elle est pas là. Puis l'équipe existe, elle est dans les classements, et, enfin, elle fait ses places, mais c'est pas aussi brillant que l'an dernier, et là c'est quand même plus compliqué, quoi. L'an dernier, ça brillait un petit peu avec quelques places d'honneur à droite à gauche, avec quelques belles victoires qui avaient su être prises. Là, ils sont présents, mais sans réellement peser dans la course pour la gagne. Donc, ça, en ce sens-là, c'est décevant. Le bilan comptable n'est pas ridicule, mais ça donne cette impression de décevant par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire l'année dernière. Oui, l'année dernière, il y avait eu notamment la victoire de Cécilie Ludwig à Épernay. Là, cette année, elles n'ont pas été en effet en mesure de... Enfin, en tout cas, elles n'ont pas été en position de se disputer et jouer une étape. Quand je disais décevant par rapport à ce qu'elles nous ont fait, c'est même sur l'ensemble de la saison. Pour le moment, c'est pas du tout sur ce... Donc du coup, ce Tour de France est à l'image de leur saison. C'est un peu ça. C'est pas mauvais, mais Ça pourrait être loin mieux. d'être excellent. Ça pourrait vraiment être mieux. Parce que c'était mieux l'année dernière. Alors, un mot aussi on prend un regard un peu plus large. Si vous deviez citer une coureuse qui vous a surpris ou alors qui vous a vraiment plus intéressé par son comportement, ses résultats sur ce Tour de France, qui est-ce que vous pourriez citer en dehors des coureuses qu'on a déjà évoquées? Peut-être Ricarda Bauernfeind, qui a fait vraiment un bon tour, qui va gagner une étape avec la manière, qui finit en plus dans le top 10. Je n'aurais vraiment pas imaginé aussi haut. Même si elle a une bonne saison. Oui, puis Ricarda Bauernfeind, là c'est sa deuxième année chez Canyon SRAM, même si l'année dernière elle était dans l'équipe réserve de Canyon SRAM. Donc elle a été promue et elle a directement rentré dans le top 10 du Tour de France avec une victoire d'étape. Un très beau numéro en échappée. Ça marque, elle prend date pour l'avenir elle aussi. C'est ça, parce que elle finit quoi, 5e ou 6e de la Vuelta, 5e, parce que 6e c'est Vita Music. Et donc ça a laissé entrevoir de belles choses pour la suite. Et là, c'est en ça que c'est pas non plus purement une surprise, mais c'est vraiment une bonne confirmation. Une excellente confirmation de ses capacités. Parce qu'elle a su peser sur la course, aller gagner l'étape et encore être là, enfin ne pas s'effondrer dans le dernier week-end où certaines étaient en grande difficulté, soit en montagne, soit dans le contre-la-montre, soit les deux. Johan, de ton côté, qu'est-ce que tu pourrais citer en surprise, belle satisfaction de ce Tour de France? Pas une surprise, mais belle satisfaction, Ira Castelein, qui a mérité son titre de super combatif, qui a été très active dans la course, dont j'aurais aimé qu'elle gagne le maillot de meilleur grimpeur, mais Nevadoma, ça va, enfin, au moins on évite Vollering, quoi. Mais qui a été très actif, qui a été chercher son étape, qui a voulu faire les points, qui je pense dans l'ASPA aurait pu monter beaucoup mieux s'il n'y avait pas eu toute la fatigue de la semaine, parce que c'est quand même une très bonne grimpeuse, mais qui a été chouette à suivre sur la semaine. Après, il y a tout un tas de baroudeuses qui ont été sympas à suivre. Et sinon, content que Lippert gagne en fait quelque chose. Mais voilà. Liane Lippert? Ouais, content que pour une fois qu'elle gagne, tu vois. C'est un peu comme Madoma, c'est d'habitude elle se foire, elle attaque, son cerveau elle se fait déborder. Là, pour une fois que c'est elle qui gagne, c'est cool. Et puis on en avait déjà parlé aussi en bonne, enfin pas une surprise parce que c'était son objectif, mais c'est Cédrine Kerbal qui confirme vraiment son beau potentiel avec sa place au classement général et son maillot blanc. Oui, 12e au général, c'est pas rien. Le maillot blanc, c'est toujours important de le remporter, même si bon, sur le Tour de France femmes, c'est les règles un petit peu différentes du Tour de France homme, où c'est maximum 22 ans. Donc Cédrine Kerbal, l'an prochain, ne pourra plus y prétendre. Tandis que sa dauphine et la Willy a encore 2 années où elle rentrera dans cette catégorie. Mais ça laisse présager pour elle aussi de très belles choses. Bon, et puis du coup,
Je vois bien, je note que les échappées, les baroudeuses vous ont plu, parce que vous m'avez cité 2 des 3 qui ont remporté une étape en échappée. Il manque plus que Emma Norsgaard et le tableau est fini. Emma Norsgaard qui a réussi à résister pour pas grand chose aux sprinteuses à Blagnac. Donc voilà pour le tableau complet des coureuses qui ont gagné en Alors que échappée. Charlotte Cole aurait mérité aussi de gagner une étape. Ah mais après, si, Mais c'est le côté si du on, Tour de si on France doit qui donner fait une du étape jour à et toutes qui celles, est toutes celles et ceux qui le méritent, il en faudrait bien Ah bah. plus que 8 chez les femmes et 21 chez les hommes. Hein. Ah, mais juste rajouter quelques-unes de plus, ça. Ça fait un argument pour une deuxième semaine. Ah ouais, parce que vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure en début de podcast, il y a 2 ans, je trouvais qu'une semaine, enfin 8 jours, c'était vraiment bien. Et l'année dernière, 8 jours, j'ai trouvé que c'était super. Et là, 8 jours, enfin, c'est trop peu. Donc, Maintenant qu'on y a pris goût, on en veut plus. c'est ça. Voilà, bon bah voilà qui fait une belle conclusion pour ce qu'on pouvait dire sur ce Tour de France femmes, donc remporté par Demi Vollering. On va à présent se pencher vers ce qui nous attend ce week-end, plus précisément dimanche, à savoir la course en ligne homme des championnats du monde qui commence dès ce mercredi avec des qualifications en paracyclisme sur piste, parce que oui, ces championnats du monde à Glasgow regroupent l'ensemble des disciplines du cyclisme, en dehors notamment bien Presque. sûr du cyclocross. Bien évidemment, je savais que Geoffrey, tu n'allais pas laisser passer ça. Ouais, si je laissais passer, Johan, il aurait réagi, t'inquiète. Est-ce qu'il y a le cyclisme en salle et tous les trucs dans le genre? Ouais, Ouais. ouais, ils ont été récupérer le cycloball et le cyclisme artistique, il y en aura Tout à fait, on a en fin de du semaine, en fin de deuxième semaine. Tout à fait. Alors, on a, comme ça je vous fais la liste complète, on a du BMX flat, BMX park, BMX racing, cyclisme en salle, même du grand fondo qui est ajouté là-dedans, paracyclisme sur piste et sur route, du cyclisme sur piste, cyclisme sur route, du trial, et enfin du VTT cross-country, descente et marathon. Donc je pense que comme ça, Et tu peux même ajouter le VTT, comment dire, le e-mountain bike, là. voilà, comme ça, on est bien, on a tout. Mais justement, on va se concentrer sur... Et sur route, il y a le relais mixte qu'on attend tous. Tout à fait. Le relais mixte, formule assez particulière, atypique. Alors, on va se concentrer, nous, pour l'instant, dans ce qui va se passer dimanche sur route, à savoir la course en ligne élite homme. Savoir justement qui va succéder à Remco Evenepoel. On est sur un circuit qui sera donc dans Glasgow, même si le départ sera pas de Glasgow précisément, mais circuit dans Glasgow assez particulier, qui fait 14,3 km précisément, et j'ai compté, il y a à peu près une 50aine de virages, donc ça va tourner dans tous les sens, et on a vraiment plein de petites côtes, presque une dizaine de petites côtes pas très longues, mais qui vont être certaines assez pentues, tout au long de ce parcours, avec donc au total 10 tours de circuit de ce parcours, et ce qui fera pour les hommes donc 271 km. Alors déjà, avant d'évoquer les favoris pour ce titre arc-en-ciel, ce parcours, qu'est-ce qu'il peut donner à votre avis? Alors, on en a une petite idée à partir des championnats d'Europe qu'il y avait en 2018 qui ressemblaient énormément à ça. C'était pas les mêmes, mais ça ressemblait beaucoup. Et qui avait été idem remporté par avec Matteo Trentin. C'est ça. Devant Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert ou l'inverse, je ne sais plus, avec le top 10 de Pierre-Luc Périchon. Et c'était très similaire aussi à ce qu'il y avait eu au jeu du Commonwealth qui avait été en 2014 remporté par Geraint Thomas. Et à chaque fois, c'était un championnat qui se déroulait au mois d'août et il avait fait un temps dégueulasse. Et c'est ce qui est annoncé en plus pour dimanche. Donc ça peut laisser présager une course très usante avec toutes les relances dans tous les sens. Et même s'il n'y a pas beaucoup de grandes côtes, il pourrait y en avoir de partout. Johan, est-ce que ça peut donner une course aussi animée que ce qu'on avait vu par exemple du côté de Louvain? Je pense que ce sera pas exactement le même style, mais ça peut donner une course très animée, surtout si il y a une espèce de focalisation sur les coureurs un peu épouvantail qu'il va y avoir, des Van Der Poel, des Evenepoel, des trucs comme ça qui vont inciter tous les autres coureurs à vouloir anticiper. Donc ça peut être une course assez feu d'artifice où beaucoup de coureurs vont vouloir essayer d'aller à l'avant, un peu comme ce qu'on a eu sur
la Tour de France, où du coup, comme il y avait Vingegaard et Pogacar, tout le monde voulait partir en échappée, quoi. On peut se retrouver dans cette configuration-là, surtout que c'est pas des circuits qui sont très pratiques pour mener des chasses derrière, ou même avoir des gros favoris qui vont vouloir tout faire exploser très tôt pour pas se prendre la tête et puis directement entre eux, quoi. Donc c'est un parcours où être devant, être à l'avant de la course, ça sera d'autant plus un avantage, vu que ça serait difficile à contrôler derrière. Bah, ça va être un avantage, et puis je pense que c'est tout ce que tout le monde va chercher à faire. Après, je sais pas s'il va y avoir vraiment des échappées ou si ça va faire une course d'usure au fur et à mesure, mais ça risque d'être plutôt actif plutôt que sur les parcours où on a une difficulté très marquée où ça attend cette difficulté-là pour attaquer un tour, deux tours de l'arrivée, quoi. Ce qui pourra jouer aussi, c'est qu'il y a une longue, pour la confection de l'échappée, il y a une longue partie depuis Einbrach où il y aura facile 100-120 km avec une bonne côte, mais la bonne côte elle a pris quoi, 80-90 km, donc l'échappée aura le temps de se lancer. Oui, voilà, il y aura un long passage relativement plat, même s'il y a en effet une difficulté principale avant l'entrée sur le circuit. Mais le gros des difficultés, ça sera justement sur ce circuit après un début de course relativement tranquille, on va dire. Justement, donc ce parcours, bon déjà, je sens ça vous plaît bien un parcours comme ça? Ouais, c'est un parcours pour gazier. Il y a de quoi s'amuser là-dessus. C'est jamais très difficile, mais c'est jamais facile non plus. Donc ça peut péter à tout moment. Et enfin, vraiment, quoi, l'enchaînement de virages, c'est surtout que les coureurs vont être en relance en permanence. Donc ça va vraiment, vraiment, vraiment aller taper dans les jambes. Et si en plus il fait un temps aussi pourri que ce qui est annoncé pour le moment, on est à une petite semaine du déroulement de la course au moment où on enregistre. Donc forcément, la météo n'est pas nécessairement plus précise, surtout dans un endroit comme l'Écosse où ça peut changer très rapidement. Mais oui, pour l'instant, on annonce pas un rayon de soleil d'ici dimanche sur la météo, donc et une pluie qui se densifierait pour le week-end. Bon, bien évidemment, on ne peut pas prédire exactement la météo qu'il fera dimanche prochain, mais on part pas vers une superbe météo. Bon, justement, par rapport à ce parcours, à ce mondial de dimanche prochain chez les hommes, quel coureur on pourrait voir se détacher, et ça va mener à justement cette question pronostic. Qui est-ce que vous voyez remporter ces championnats du monde dimanche prochain? Geoffrey, tiens, pour commencer. Tu parles de celui sur route ou tu parles de l'Omnium sur la piste le jour même? Alors, je vais parler du coup de la course sur route. Du coup, je peux pas dire Benjamin Thomas. Ouais, j'ai envie de dire Mathieu Van Der Poel, comme je dis Mathieu Van Der Poel dès que tu me demandes un pronostic et qu'il est au départ. Mais sinon, selon les circonstances, s'il y a une course usante avec des coureurs costauds qui attaquent et ça finit en sprint réduit, j'imagine bien un Mats Pedersen briller dans ces championnats du monde et pourquoi pas aller chercher un deuxième maillot arc-en-ciel. Donc Mats Pedersen, toi, tu t'inspires Ça s'attaque dans tous de... les sens, Mathieu Van Der Poel. Si ça part un peu plus tardivement ou si c'est au sprint dans un groupe qui est parti plus tôt, ouais, je vois bien Mats Pedersen. Tu t'inspires du mondial 2019 qui était déjà en Grande-Bretagne et déjà sous la pluie? C'est ça. Et du côté porcif de Mats Pedersen, qu'on a vu bien à l'œuvre sur ce Tour de France. Oui, qui a encore progressé sur cet aspect depuis 2019. Hein. Mm. Johan, qu'est-ce que tu en penses de Mats Pedersen, hein? J'en pense du bien. Je pense que très bon choix. C'est presque plus risqué maintenant parce que du coup, comme ça, des meilleurs sprinteurs du monde et qui fait des excellentes saisons de classique et qui est toujours dans le coup, ça devient des pronos un peu sûrs, quoi, même s'ils gagnent pas forcément. Et justement, ça serait quoi ton pronostic? Et bah moi, je vais je vais pas prendre un prono sûr. Pour changer, bien donc. On sait que t'aimes bien justement prendre un peu des choix un peu plus osés. Oh, puis il va nous dire Adam Tupalik. Non, mais du coup, au départ, j'avais pensé à la flip parce qu'il y a toujours le coup il sort des Tour de France où il lui fait n'importe quoi, il surcompense. Mon duo, il est très bien, mais il risque de pleuvoir, donc non. Et du coup, je vais me tourner vers celui qui a été un des gros gaziers de début de saison et qui, sur ce genre de tracé, pour moi, peut être pas mal, c'est Ben Lee, pour aller faire un coup surprise où tout le monde se regarde, il y a quelqu'un qui part, et puis, du coup, c'est lui, quoi.
Et puis Benini, je suis pas sûr que le mauvais temps soit un problème pour lui. Non. Il vient de faire deuxième là d'une course d'un jour en Espagne, donc a priori il a quand même à peu près les jambes, quoi. Geoffrey, qu'est-ce que tu penses du prono de Johan Benili? C'est grosse cote ou ça peut vraiment le faire? Je pense que pas à Ben Illy pour mondial. Là, peut-être que ça manque un peu de dénivelé pour qu'il soit vraiment à son aise. Après, à voir comment la course se fait. Si ça flingue très tôt, enfin, si ça commence à écrémer, typiquement, si t'as un mec comme Evenepoel qui décide de se dire allez, on va rouler à fond, on est à 120 km de l'arrivée, on monte sur le circuit, mais on fait tout péter. Et qu'il y a Van Aert qui s'y met, qu'il y a Van Der Poel qui s'y met, et que t'as tous les mecs comme ça qui y vont. euh, un coureur comme Ben Illy pourrait avoir la chance d'être suffisamment fort pour pouvoir tenir, mais pas suffisamment fort pour qu'on refuse de le laisser sortir. Ouais, c'est-à-dire un coureur qui a pas une trop grosse pancarte pour. C'est le genre de coureur sur qui on va pas sauter directement. Ah bah, Wout van Aert attaque à 80 km de l'arrivée ou à 50 km de l'arrivée, t'as tout le monde qui va sauter dessus. Enfin, tous ceux qui sont en mesure de le faire. Oui. Ben Illy, on va peut-être plus le laisser filer. Même si, faut quand même se rappeler de ces Ardennaises où il fait notamment deuxième de l'Amstel, quatrième de Liège. Mm. Coureur qui a prouvé en ce début de saison qu'il pouvait être très costaud sur ce genre de course. Alors justement, après, tu as évoqué un peu la sélection belge, qui a déjà le champion du monde sortant, Remco Evenepoel, mais aussi Wout van Aert, Jasper Philipsen aussi, Tige Benoît, Nathan Van Hooydonk, Jasper Stuyven, Yves Lampaert. Frédéric Ils ont Fison et même un Victor Campenarts, Campenarts pour compléter l'équipe. Ouais, voilà. Voilà. En plus, ils sont 9, alors que les autres sont maximum 8. Est-ce que ça va pas tourner beaucoup autour de la Belgique, cette course de dimanche? Comme d'habitude, non? Enfin, c'est un peu... Soit il y a Evenepoel qui se barre tout seul, soit ils vont s'entretuer et puis c'est quelqu'un d'autre. Justement, ça peut être quoi la stratégie que tu attends pour la Belgique? La stratégie qu'ils devraient faire ou la stratégie qu'ils vont faire? Ah bah si roule au c'est pas... sprint. Il roule au sprint, il roule derrière toutes les échappées en espérant un sprint pour Philipsen. Ça peut le faire ça Enfin, c'est envisageable ou c'est ou tu imagines un peu beaucoup? Non, j'imagine pas qu'ils vont le faire, mais en vrai, je pense qu'il y aurait des directeurs sportifs qui pourraient l'envisager. Mais je pense pas que ça finira au sprint. Je pense éventuellement au sprint dans un petit groupe qui sortira, où il y aura de l'élimination, où il y aura des cassures, où il y aura de l'usure. Mais, euh, mais j'imagine pas un sprint de 60 coureurs pour la gagne sur un circuit comme ça. Oui, en plus, on a un Jasper Philipsen qui, je crois, avait dit moi, je roulerai pas sur Mathieu Van Der Poel, qui est son coéquipier en équipe de marque. Mais s'il roule sur Van Aert ou sur Evenepoel, ça va être marrant. Ah là, je suis pas sûr que ça plaise beaucoup en Belgique. Hein. Mais c'est vrai que justement, avec potentiellement 3 leaders, faut arriver à bien répartir les tâches, bien répartir les rôles. Ça peut peut-être limite être plus compliqué que d'en avoir un seul. À la limite, ce qui est compliqué, c'est par rapport à Wout van Aert, parce qu'en soi, Evenepoel, tu lui dis t'attaques de loin, et puis dans le final, c'était encore Philipsen, tu roules pour Philipsen, et puis Philipsen, il fait son sprint. Mais Wout van Aert, il fait quoi, du coup? Il attaque pas, au sprint, du coup, c'est pas pour lui. Enfin, un peu... Ça serait quoi le meilleur choix pour toi, concernant Van Aert? Il reste au cul de Mathieu Van Der Poel pendant 200 km et il attend que ce dernier bouge et il le suit. Et il ne le relaie jamais, et s'ils finissent devant, il aligne au sprint. Concernant les Français aussi, alors l'année dernière, Christophe Laporte avait décroché la médaille d'argent. Là, cette année, Christophe Laporte est à nouveau présent et on a eu 8 coureurs avec donc Christophe Laporte, Olivier Legac, Valentin Madouas, Florian Sénéchal, Benoît Cosnefroy, Brian Coquard, Julien Alaphilippe et Rémi Cavagna. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on fait partie des prétendants, des vrais prétendants à la victoire? Si on a une journée qui est lourde, qui est difficile, qui est compliquée, on a quand même une paire de gaziers dans l'équipe qui pourront tenir. On a des coéquipiers solides pour protéger tout ça sur l'ensemble. Il y a de quoi espérer avoir un truc. Maintenant, je n'imagine pas un Français champion du monde là ici, mais je ne le mets pas de côté non plus, parce que les circonstances de course font que sur ce tracé-là, c'est vraiment compliqué d'essayer d'imaginer une stratégie précise qui va se dérouler, quelle que soit l'équipe. Et si on a une course bordélique,
Vauclair devrait réussir à bien gérer les troupes et à imaginer des situations plus tordues les unes que les autres, où il y a un bordel dans tous les sens et où on y participe. Donc, Ouais, on l'initiera peut-être même, hein, le bordel Typi- général. typiquement, ça peut être le genre de Vauclair de faire la stratégie que tu disais tout à l'heure. Premier tour de circuit, on flingue et on fait croire aux autres qu'on s'y est mis trop tôt. Ah non, mais la côte là, bien raide, bien difficile, qu'il y a avant d'entrer dans le circuit final, je serais pas surpris de voir Costefroy et Madoise qui se mettent à faire tout péter avec Alaphilippe dans la roue et les autres ils restent tranquilles enfin ils restent tranquilles et ça reste autour avec Sénéchal et Laporte en attendant le circuit final éventuellement. Ça me surprendrait pas non plus, hein. Johan, qu'est-ce que tu attends de ton côté de la part des Français? Bon, je pense qu'on peut attendre de belles choses. Moi, je trouve que ça ressemble plus à l'équipe qui va faire podium qu'à une équipe qui va gagner. Mais il y a plein de super punchers, de gars habitués des championnats qui se débrouillent très bien sur l'exercice. Ça convient bien à Madois, ça convient bien à Cosnefroy, ça convient bien à la Philippe, ça convient bien à Laporte. Donc il y a de très belles choses à faire. Après, je sais pas si Vauclair va vouloir initier le bordel ou pas. Pour moi, je suis pas complètement convaincu qu'on ait intérêt à l'initier, mais c'est sa marque de fabrique ces derniers temps, donc sans doute que ça va arriver. Mais pour moi, on doit plus essayer de se positionner en tant qu'outsider qui vont aller essayer de surprendre un peu en attaquant là où il faut pas, plutôt que de voir décanter la course. Mais bon. Donc, pour conclure, votre prono pour l'équipe de France, ça serait quoi? Victoire, podium, top 5, top 10? Top 11? Non, ce serait quand même décevant d'avoir aucun Français dans le top 10. Oui, c'est vrai avec Thomas Vauclair, c'est devenu récurrent maintenant, et même plus que le top 10. Donc tu miserais sur quoi, toi, Geoffrey? Au moins top 5, mais un podium, ça semble jouable. Avec un coureur en particulier? J'aimerais bien Sénéchal par rapport au final où ça pourrait aller, mais peu importe, peu importe qui ça va là pour le coup. Je pense top 5, c'est là où on devrait se situer. S'il y en a un sur le podium, pour moi ce sera une réussite. S'il y a un titre, ce sera une énorme réussite. Et si le premier français il est entre 6 et 10, ce sera un petit raté. S'il est en dessous de la 10e place, ce sera un énorme raté. Sauf s'il est 11e. Yoann, ça serait quoi de ton côté ton prono pour les Français sur ces mondiaux? Cosnefroy, deuxième, qui perd la photo finish. Ah bah là, ça serait bon, ça serait un podium, mais ça serait rageant quand même, quoi. Qui perd la photo finish contre Ben Illy, c'est ça ton idée du coup? Non, Benelli au sprint, non, j'y crois pas, non. Mais... Ouais, ça serait compliqué, ouais. C'est pour ça, j'essaye de regrouper tout ensemble tes pronostics. Ou alors, parce que, à la limite, si Cosnefroy perd à la photo finish contre Ben Illy, c'est Cosnefroy qui reprend Ben Illy sur les derniers mètres, hein. Ah, ça serait encore pire, ça, t'imagines. Il revient tout seul, il fait une course-poursuite de 10 bornes, il revient, il jette son vélo sur la ligne, mais il est encore trop court de 4 cm. Aïe, 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 ouais. Bon, là, du coup, on a quand même de belles espérances. Alors après, du coup, je regardais, là, j'essayais de chercher en même temps sur les derniers mondiaux, sur ces 10 dernières années. La seule fois, enfin, depuis 2014, la seule fois où on n'a pas fait top 10, c'était justement en 2019 à Harrogate, sous la flotte, où c'était Tony Galopin qui était allé obtenir le meilleur résultat du côté de l'équipe de France, qui était une 23e place. Mais sinon, on a toujours eu au moins top 10, et on a eu les titres que l'on connaît, les podiums, enfin, les 2 titres d'Alaphilippe 2020-2021, les podiums avec Romain Bardet 2018, Christophe Laporte l'année dernière. Donc on reste sur de belles séries, notamment avec Thomas Vauclair. Donc on verra, voilà, vous pariez sur un podium à top 5, bah écoutez, moi je prends. Et on verra ce qui se passe dimanche. Donc pour la course en ligne élite homme de cyclisme sur route de ces championnats du monde. Championnats du monde, donc, qui, on le rappelle, commencent dès mercredi avec les premières médailles, jeudi avec cyclisme sur piste et le paracyclisme sur piste. Ça va continuer donc pendant une dizaine de jours, ce qui nous emmènera jusqu'au dimanche 13 août, qui se terminera par la course en ligne élite femmes sur route. Sachant que si dimanche ça se passe pas bien pour les Français sur la route, faudra regarder le soir la piste, hein, Benjamin Thomas dans le milieu, Mathilde Gros-Kérine.
on peut espérer que ça se passe bien pour eux. Voilà, il y aura quand même de belles chances d'avoir un titre dimanche. Ah, en vrai, et puis en vrai, toute la semaine, là, avec tout ce qui se cumule, avec les résultats de nos Français sur la piste, il y a quelques autres disciplines en route, mais surtout, voilà, piste, VTT, quelques épreuves au BMX, enfin, il y a de quoi espérer entendre peut-être une Marseillaise tous les jours, ou presque. Ça serait beau, mais pourquoi pas? Est-ce que ça veut dire par exemple qu'on peut finir top 3 des nations au tableau des médailles? Ouf. Au nombre de médailles, oui, au nombre de titres, peut-être pas. Parce qu'après, on sera quand même, après, on sera derrière néerlandais et britanniques au moins. Puis si on compte toutes les médailles, il y a les épreuves de cyclisme en salle où les Allemands vont faire une grosse razzia. On est malheureusement pas compétitif dans le cycleball et dans le cyclisme artistique. Oui, là c'est sûr, ça fait quoi, 5-6 médailles qui s'envolent là déjà. Bon, voilà donc pour le programme un peu de ces mondiaux. On va arriver tranquillement à la fin de ce podcast. Qui nous a permis de faire le débriefing de ce Tour de France Femmes remporté par Demi Vollering et de jeter un œil au championnat du monde qui arrive dès ce milieu de semaine, et notamment la course en ligne homme sur route qui arrive dimanche. Écoutez, maintenant on n'a plus qu'à voir ce qui se passera sur ces mondiaux. Et puis Johan Geoffrey, je vais vous remercier de m'avoir accompagné pour ce podcast aujourd'hui. Juste, pour la forme, juste Mathieu à rajouter, à préciser pour tous ceux qui voudraient déjà découvrir à quoi ressemblera le circuit qui aura le dimanche pour la course élite homme. Dès le samedi, il y aura la course junior femme à partir de 11h et la course junior homme à partir de 14h le samedi. Donc samedi en fin de matinée et en début d'après-midi, il y aura déjà 2 courses sur route sur ce circuit. Voilà, tu fais bien de le préciser. Ça permettra déjà d'avoir un premier aperçu sur ces 2 courses qui, il me semble, se disputeront intégralement sur le circuit de Glasgow. Il n'y aura pas de partie en ligne avant d'entrer sur le circuit. Voilà, écoutez, Johan Geoffrey, merci de m'avoir accompagné pour ce podcast, d'avoir fait part de vos analyses sur ce Tour de France et ses mondiaux. Et puis, écoutez, pour le prochain podcast, on se donnera donc rendez-vous la semaine prochaine, après justement cette course en ligne homme sur route. On sera au milieu à peu près des mondiaux, on fera le bilan de ce qui s'est passé sur la route et de ce qui se passera sur la route, et aussi un petit peu, pourquoi pas, des différentes disciplines. Bien donc, en tout cas en attendant notre prochain podcast Chasse Patate la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.